On va commencer la conférence. On va parler justement de transformation digitale liée justement à l'IA embarquée. Donc si vous êtes intéressé par l'IA embarquée, la transformation digitale, n'hésitez pas à prendre un siège et vous rapprocher. On va échanger, on va vous présenter justement une solution pendant 30 minutes et puis ensuite on va pouvoir échanger pendant 15 minutes. Voilà. Alors, quand on parle de transformation digitale, on parle beaucoup de transformation 4.0, d'industrie 4.0. Cette transformation, justement, elle va être importante et on va déjà commencer à comprendre pourquoi cette transformation. Il se trouve que cette transformation vient bien sûr d'un besoin qui change, un besoin client. On est tous clients, donc ça vient un peu de nous, cette transformation. Et on a tous besoin d'avoir des produits customisés, on a tous besoin d'avoir de la donnée, savoir où en est notre produit, quand on va être livré, quels sont les indicateurs de qualité, etc. du produit. Donc pour tout ça, il va falloir une production souple et il va falloir surtout une continuité numérique. Pour assurer cette continuité numérique, on va justement parler d'une solution liée avec des capteurs intelligents qui vont nous donner de la donnée. Donc, pour expliquer un petit peu mieux l'approche, c'est qu'on va justement parler de Bob Assistant, un capteur intelligent qui va permettre de digitaliser, de remonter de la donnée de manière intelligente. C'est-à-dire, on ne va plus remonter énormément de données. Le 4.0, c'est vraiment un sens à la donnée. Ce ne veut plus être l'utilisateur qui va aller chercher sa donnée dans une masse de données. L'idée, c'est que ce soit la donnée qui vienne à l'utilisateur. Donc, ce que vous voyez ici, c'est on va traiter la donnée à la source, on va mettre en place des capteurs qui vont justement avoir des algorithmes d'IA qui vont analyser cette donnée et être capables d'être en continu sur de l'analyse de données et remonter des alertes, remonter des dérives, des déviations, et remonter justement l'information qu'on a besoin. Donc tout ce processus-là va vraiment être, dès la base, avoir un sens sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre donnée. On ne va pas remonter de la donnée juste pour digitaliser et remonter des données, les stocker et en utiliser qu'une faible partie. On va se poser la question dès la conception, pourquoi ? Pourquoi on va mettre un capteur ? Si on veut améliorer la performance, il faut déjà savoir la mesurer. Donc, dès la base de conception, on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Donc, on va vous parler de Bob, on va vous parler de ce qu'on fait de cette donnée. Aujourd'hui, donc, sur la conférence, on a 3 entités qui vont vous présenter cette solution. On a ST Microelectronics qui a fondé justement cette solution d'IA embarquée. On a Wateco qui fabrique ces capteurs, comme Bob Assistant. Et on a Alten qui va pouvoir parler de comment on intègre cette solution. Pierrick, tu peux te présenter. Merci beaucoup François. Du coup, Pierrick Autré, je suis Product Marketing Manager, donc responsable produit chez ST Microelectronics, sur toute la partie intelligence artificielle embarquée. Et je vais laisser du coup mon collègue Pierre se présenter. Bonjour, merci de votre présence. Donc Pierre Savary, moi je suis responsable commercial du produit Bob Assistant chez Wateco. Et Wateco, on développe, on fabrique des capteurs IoT, majoritairement LoRaWAN et Sigfox, et uniquement des capteurs, dont le Bob Assistant qu'on va décrire aujourd'hui. Merci. Et je me présente, donc François Portier, je représente Alten, société de services, et je travaille à la direction de l'innovation. Je pilote un programme de recherche sur la Smart Factory 4.0. Voilà. Donc je suis là en tant qu'intégrateur de solutions. Avant de te redonner la parole, Pierre, je voudrais justement savoir un petit peu parmi vous, quelles sont vos orientations professionnelles. Est-ce que vous êtes plutôt orienté industrie ? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans de la production, dans un monde industriel ? Levez la main si... Ok, merci. Est-ce qu'il y a plutôt des personnes qui vont développer des produits, des outils, des logiciels ? Ok, merci. Des étudiants peut-être ? Ok. Je te passe la main pour continuer.
Alors donc on va commencer par une présentation du produit Bob Assistant. J'en ai un avec moi, je vais vous le faire passer si vous voulez voir. Alors Bob Assistant, c'est un capteur de vibration qui va nous aider à connaître l'état de santé d'une machine souvent tournante, mais en tout cas une machine qui vibre. Donc on va retrouver le capteur Bob Assistant, j'ai quelques exemples là, sur des compresseurs, sur des moteurs, sur des réducteurs, des boîtes de vitesse, des systèmes de ventilation. On peut avoir aussi des pompes. Les pompes, c'est un cas d'usage qui marche très bien. Des convoyeurs. Bref, tout type de machines dans l'industrie, généralement, qui ont un moteur et qui génèrent des vibrations. Alors, comment fonctionne Bob Assistant? Alors, le capteur Bob, il se veut être extrêmement simple et accessible. Il est en train de passer entre vos mains. Vous voyez qu'il y a très peu d'interface, il y a uniquement une LED et un bouton. Pour que le capteur Bob il soit adopté par les utilisateurs, il faut qu'il soit simple. Il ne faut pas que ce soit un capteur qui soit compliqué à connecter, à câbler, à configurer. Donc là, on pose le capteur sur la machine, comme vous avez pu le voir sur les photos sur le slide d'avant. On appuie sur le bouton et c'est tout. C'est vraiment tout. Le capteur, il va apprendre pendant une semaine la signature vibratoire de la machine sur laquelle il est installé. Et à partir de cet apprentissage, après cette première semaine d'apprentissage, il va changer de mode et il va passer en mode opération. Et il va continuer l'échantillonnage de la vibration. Toutes les 5 minutes, il échantillonne la vibration. Et il la compare, bon, je vulgarise, mais il la compare à ce qu'il a appris lors de la première semaine. Et c'est le résultat de cette comparaison qui est une dérive, donc qui est une donnée simple, accessible, qui a un pourcentage. Cette dérive, il va la transmettre à l'application métier de l'utilisateur. Alors l'application métier, ça peut être un ERP, une plateforme IoT, une GMAO, que sais-je. En tout cas, il ne renvoie que la donnée de dérive. Toute l'intelligence, tout le calcul est fait dans le capteur. Quelques autres détails au sujet de Bob Assistant. Donc, vous avez vu qu'il n'y a pas tellement d'interface. C'est un capteur qui fonctionne sur une pile, aussi grâce à son intelligence. Et c'est un capteur qui est IP68, donc qui est destiné au monde industriel. Vous pouvez l'installer dans toutes les configurations. Il est voué à être installé dans des milieux exigeants. On peut passer au slide suivant. Alors, une fois que vous avez installé Bob, il y a encore un exemple. Ici, là, c'est une pompe. Le capteur Bob, il doit vous aider. Alors, quand je dis vous, c'est plutôt là, les personnes qui travaillent dans le monde de l'industrie, dans la maintenance. Il doit vous aider à réduire vos coûts de maintenance. Par exemple, si vous aviez prévu sur certaines machines des maintenances régulières, j'en sais rien, tous les 3 mois, par exemple, eh bien, avec Bob Assistant, vous pouvez faire cette maintenance régulière qui reste obligatoire, mais plutôt que de la faire tous les 3 mois, vous allez la faire une fois par an. Et le reste du temps, eh bien, votre machine elle sera surveillée 24 heures sur 24 par le capteur Bob Assistant. Donc en changeant de méthode, eh bien, forcément, on va réduire les coûts de maintenance. Comme Bob Assistant, il surveille la machine en permanence, il va aussi vous permettre d'être alerté en amont, en avance, sur les dysfonctionnements de la machine. C'est-à-dire, il ne va pas vous alerter d'une panne, mais il va vous alerter qu'il y a une dérive 2, 3, 4 semaines avant. Attention, la machine est en train de dériver, la vibration dérive, donc il y a probablement un problème. Donc il faut aller intervenir, refaire les réglages, faire la maintenance nécessaire pour éviter la perte de production et l'arrêt complet de la production. Et donc là, par exemple, on voit sur le graphe qu'on a une dérive dans le temps. Donc là, on est sur une échelle de 6 mois, c'est quand même assez long. Parce que les machines, elles ne tombent pas en panne tous les jours non plus, où on voit, donc la partie orange, c'est le temps de fonctionnement de la machine avec des dérives trop importantes, au-dessus de 20%. Au-dessus de 40% même, pardon. Et donc on voit que dans le temps, ça dérive. Donc ce graphe-là, on le construit grâce aux données de dérive qui sont renvoyées par Bob Assistant. Et je passe la parole à Pierrick, qui va rentrer un peu plus dans le cœur du Bob Assistant. Merci Pierre. Alors, Pierre vous a présenté Bob Assistant. Donc, il y a de l'intelligence artificielle embarquée, du machine learning. Juste pour démystifier le machine learning,
c'est rien de plus qu'une façon de programmer par l'exemple. Au lieu d'une programmation procéduriale standard, essayer de couvrir toutes les étapes possibles avec des lignes de code que vous connaissez tous, c'est programmer par l'exemple un modèle en lui donnant des exemples de ce qu'il va rencontrer dans la vie réelle, pour qu'ensuite ce modèle crée lui-même ses règles, crée lui-même son raisonnement, fasse ses feature extraction, enfin utilise les datas qui lui correspondent les plus pertinents pour créer ses propres règles. Donc on parle d'intelligence artificielle embarquée. Pourquoi? Il y a plusieurs bénéfices à utiliser l'intelligence artificielle embarquée. Premièrement, comme disait Pierre, c'est de ne pas envoyer des datas continuellement sur un cloud, par une collectivité, parce que ça coûte cher en énergie, comme en argent, en processing. L'intérêt, c'est de vraiment garder la data sur notre produit. On va gagner du coup en confidentialité, parce que tout sera fait localement. On va gagner également en sécurité. Il n'y a aucune information qui sera envoyée on va limiter les backdoors pour les intrusions, etc. C'est valable pour les données industrielles, vibratoires, comme les images, les bandes audio, etc. On peut traiter toutes sortes de données. On va aussi faire tourner de l'intelligence sur des solutions qui, aujourd'hui, sont vraiment optimisées. C'est-à-dire, on a tendance à penser que l'IA, quelque chose de magique, de hyper technique, et qui va tourner que sur des targets, du hardware, on va dire, cher et très puissant, alors qu'aujourd'hui, on peut faire tourner des réseaux de machine learning, des réseaux d'intelligence artificielle, des réseaux de neurones, pardon, sur des targets qui peuvent coûter moins de $1, qui vont consommer quelques micro-ampères par mégahertz. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est une réalité. On sait optimiser les modèles pour les faire tourner sur des environnements contraints, comme dans l'embarqué. Donc j'ai mentionné la sécurité, le fait qu'on consomme très peu en énergie pour faire tourner ces modèles, mais on va aussi gagner en latence, c'est-à-dire qu'on n'est plus lié à une connectivité, on n'est plus dépendant d'une technique tierce. Les décisions peuvent être prises en local pour gagner en temps de latence. Merci. Cependant, on sait que ce n'est pas forcément trivial et évident de créer une solution de machine learning, surtout si on n'a pas l'expérience, si on n'a pas l'expertise, les formations. C'est pour ça qu'à ST, on a développé une solution pour vous permettre de développer, quand je dis vous, c'est vous tous dans la salle, n'importe qui, des développeurs embarqués, pas besoin d'être data scientist, pas besoin d'être un expert en machine learning, pour créer une librairie qui utilise de l'intelligence artificielle, qui sera optimisée pour n'importe quel microcontrôleur, du Cortex M0, Cortex M7. Et ça s'appelle NanoEdge AI Studio. Donc, je ne sais pas si, peut-être que certains connaissent dans la salle NanoEdge AI Studio. Pour faire simple, essayer d'être concis, c'est un outil PC qui va benchmarker, qui va tester des modèles de manière à trouver celui qui correspond le mieux à votre use case. L'utilisateur va rentrer des informations, des données qui sortent de vos capteurs. Ça peut être de la vibration, l'humidité, n'importe quelle donnée temporelle de différents capteurs. Et le studio va venir entraîner différentes librairies de machine learning et tester les performances versus la librairie B, versus la librairie C. Quand je parle de librairie, c'est une combinaison d'algorithmes, donc un algorithme de machine learning, plus les paramètres associés, plus le pré-processing. Donc, en combinant ces différentes briques, on va pouvoir benchmarker des milliers de combinaisons en très peu de temps, et du coup faire gagner énormément de temps, même s'il y a des data scientists ou des experts en machine learning dans la salle, et on va pouvoir gagner énormément de temps en développement, juste en lançant un benchmark automatique pour trouver justement une solution et générer une solution qui sera optimisée en quelques heures. Avec cette solution, avec cet outil, on peut créer différentes solutions, donc des solutions de classification, de détection d'anomalies, comme ce qui est utilisé dans Bob Assistant, et de régression, donc l'extrapolation, c'est-à-dire prédire un état futur grâce à l'expérience passée. Et une des caractéristiques vraiment intéressantes, en plus de toutes ces familles d'algorithmes qui sont présentes, c'est que dans l'anomalie détection, la détection d'anomalies, on peut faire de l'apprentissage embarqué, ce qui est présent dans Bob, pour faire en sorte que le modèle, une fois qu'il est sur un équipement, sur un outil de production ou sur
peu importe, une machine à laver, ça peut vraiment être placé n'importe où, puisse apprendre et fine-tuner, c'est-à-dire vraiment coller avec la réalité, continuer à apprendre du fonctionnement de l'équipement pour être de plus en plus performant, limiter les faux déclenchements et être sûr de détecter dès qu'il y a une dérive sur l'équipement en question. Alors, c'est le principe de benchmark que j'ai expliqué, est présenté ici. Je vais aller assez rapidement sur cette slide. Donc, comme je vous disais, l'équipement va prendre vos données en entrée, va d'abord chercher à optimiser, vous voyez sur l'étape 1, les performances, donc augmenter l'accuracy, être sûr que le modèle est stable et trustful. Je sais pas le mot en français. Et enfin, il va essayer d'optimiser ce modèle qui est enfin trouvé de manière à ce que le modèle consomme, ait un impact mémoire plus faible, qui tourne plus rapidement sur le microcontrôleur. Là, par exemple, c'est un exemple de détection d'anomalies sur de la vibration. Donc, concrètement, ce qui est utilisé par Bob, on arrive à avoir une performance proche de 100% d'accuracy avec une empreinte mémoire de à peu près 5 kilobytes de RAM et de flash, ce qui est extrêmement peu et optimisé pour une solution de machine learning. Si certains dans la salle connaissent, les autres, croyez-moi, ou alors vous pouvez faire des recherches, mais c'est vraiment optimisé. Et aujourd'hui, les réseaux de neurones, en général, sont beaucoup plus gros, consomment beaucoup plus de processing power, de mémoire, et sont difficilement embarquables. Je te passe le micro. Merci Pierrick. Donc on va parler maintenant du moyen de mettre en place tout ça. Comment mettre en place une solution d'IA embarquée, comment aussi mettre dans un monde de production l'IA. On vient de le dire, Pierrick l'a dit, avec des solutions no-code, ça rend accessible à tous ces solutions d'IA. On a beaucoup parlé de Bob Assistant et c'est une vraie solution. Mais pour le mettre en place, il faut déjà repartir du besoin utilisateur. On va vraiment déjà, quand on veut mettre en place une solution comme cela, on va identifier le besoin utilisateur. On va aussi clarifier son besoin, être sûr que le besoin est compris et ne va pas changer non plus par erreur. Et on va rédiger des spécifications. Ces spécifications vont nous aider à définir justement quel hardware on va définir pour le capteur, être sûr qu'on ait les bons capteurs, la bonne puissance, la bonne autonomie aussi, pour pouvoir ensuite travailler sur le cœur de l'IA, c'est-à-dire avec Nano-Edge AI Studio, pour définir l'IA qui va correspondre à l'analyse de la data. Une data qui va pouvoir travailler à haute fréquence, avec une vraie analyse, et une donnée de sortie qui va correspondre à l'attente utilisateur. Donc, une fois que le benchmark est fait, qu'on a notre intelligence et qu'elle est prête à apprendre, maintenant se pose la question de la collecte de données. Qu'est-ce qu'on fait de cette donnée-là? Donc, le réseau va être vraiment important, surtout si on va déployer plusieurs capteurs, un grand nombre de capteurs dans l'usine. Pierrick, on a parlé aussi au niveau de la sécurité. Il faut vraiment se poser les bonnes questions pour être sûr que l'architecture, le réseau, soit en toute sécurité, et elle nous amène à remonter l'information jusqu'à l'utilisateur, un des plusieurs utilisateurs. Donc la solution vers le cloud aussi va permettre à avoir des dashboards et surtout avoir des remontées quand le capteur va avoir une dérive, dire attention, on a une dérive, on va avoir un problème, donc on va pouvoir faire de la prédiction et prescrire à l'utilisateur peut-être des opérations de maintenance à réaliser pour la semaine prochaine, parce que dans 2 semaines, on va avoir le problème. Voilà. Donc, toutes ces solutions de maintenance prédictive, on peut en parler parce qu'on en a mis en place on a plusieurs exemples. Ça peut être, par exemple, sur des portiques qui tombent en panne. Alors, il faut aussi bien dire que ces solutions ne sont pas intrusives, c'est-à-dire qu'on peut le mettre sur un système, on ne va pas débrancher le système, on ne va pas démonter le système, on va le mettre dessus, et il va apprendre le comportement du système par la vibration, par le son, par plein de données qu'il va collecter.
Et donc les portiques, c'est ce qu'on a déjà fait. Les capteurs vont pouvoir remonter l'information sur une plateforme dans le cloud. Et en cas de problème et de dérive, on peut flasher un petit peu pour essayer de comprendre pourquoi on a une dérive. Voilà. Quand je dis flasher, c'est avec une caméra pour essayer de comprendre, OK, on a une alerte, on veut aller plus loin. Donc on va déclencher d'autres moyens de compréhension de la dérive. On a aussi sur tout ce qui est appareil de perçage, donc sur des machines manuelles ou fixes, justement. On peut mettre, comme on le voit, des capteurs qui sont juste fixés et qui vont apprendre le comportement. Alors, je vais faire un petit focus sur la maintenance prédictive. On en a bien parlé tout à l'heure, mais ici, c'est aussi pour vous donner les gains de projets qu'on a déjà fait, Alten, sur ces solutions de Smart IoT avec ST. Le point rouge, ça va être le seuil de dégradation. Alors, on va voir que plus on va utiliser un système, plus il va s'user. D'accord ? Donc, en ordonnée, on va avoir l'usure. Et en général, jusqu'à aujourd'hui, on avait peur de ce point rouge. C'est-à-dire, on avait peur de savoir quand on va avoir la dégradation. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh ben, un petit peu avant, ou beaucoup avant, on va mettre des opérations de maintenance. Mais en général, on ne savait pas, mais on aurait pu continuer d'utiliser ces outillages, par exemple. L'IA va justement nous définir à quel moment on a la dérive, ce qui va nous permettre justement d'utiliser beaucoup plus l'outil et d'éviter ce dont on en redoute, la casse. Et si la casse se rapproche, on va aussi éviter la casse, peut-être en ravançant l'opération de maintenance. Alors pour vous illustrer un petit peu les résultats du capteur, donc à chaque perçage, on va avoir une valeur de normalité, c'est-à-dire que quand on est normal, tout va bien. Quand on n'est pas normal, avec jusqu'à 100%, c'est que ça ne va pas aller. Et donc on va faire du perçage et on voit que la tendance, en fait, commence à monter à partir de 80 trous de perçage. Et si on contraste avec justement ce qu'on voit au microscope, la dégradation arrive vraiment à 90 trous. 90 trous, c'est ici. Donc on arrive à voir justement une dérive du process avant même que le problème soit arrivé. Ça nous permet vraiment de pouvoir déclencher en avance de phase une opération de maintenance pour éviter justement qu'il y ait une casse. Donc on a déjà fait plusieurs fois ce type de projet. Sur celui-ci, on a pu gagner entre 20 et 30% de durée de vie sur des outils coupants. Donc pour des grands industriels, ces budgets-là ne sont pas négligeables. Les outils coupants représentent un vraiment fort justement, budget. Donc augmenter ces durées de vie va vraiment avoir un vrai impact et va avoir un ROI très intéressant puisque c'est une solution qui est très facile à mettre en place et avec des résultats qui sont très rapides. Voilà. Pierre, je te laisse la main pour d'autres use cases. Merci. Donc de retour avec Bob Assistant. Donc tout à l'heure, je vous expliquais comment est-ce qu'il fonctionnait. Là, j'ai un vrai use case. Nous, c'est des use cases qu'on rencontre tous les jours. Mais celui-ci, il doit vous permettre de mieux visualiser comment on le déploie et à quoi il peut servir dans le monde industriel. Donc là, dans le monde industriel, en l'occurrence, c'est une boulangerie industrielle. Et ils avaient des problèmes avec cette machine qui est un tamiseur. Alors en fait, il y en a 6 côte à côte. Et ces machines, parfois, se colmatent lorsqu'elles tamisent la farine. Elles se colmataient et ils n'arrivaient pas à prédire ce colmatage. Lorsqu'une machine s'arrête, donc il n'y a plus de farine qui sortent, toute la chaîne de production derrière s'arrête. Et sur ces 6 machines, ils avaient constaté, donc on est sur des machines qui sont neuves d'ailleurs, c'était des installations qui avaient un tout petit peu plus d'1 an. Ils avaient constaté qu'ils avaient environ une interruption sur l'ensemble des 6 machines toutes les 3 semaines. Ils n'arrivaient pas, en contrôlant la température, etc., ils n'arrivaient pas à bien savoir quand est-ce que ça s'arrêtait. Et il faut bien voir qu'une interruption, derrière, sur la chaîne de production, c'est autant de baguettes ou de viennoiseries qui ne sont pas produites, mais c'est aussi des gens qui se retrouvent à n'avoir rien à faire pendant 3 heures. Donc c'est un vrai problème. Donc ils ont installé des Bob assistants
Euh, alors, j'ai commis une petite erreur, je me rends compte. Ils n'ont pas installé 6 Bob Assistants, ils ont installé 12 Bob Assistants sur les 6 tamis. Ils en ont installé un d'un côté du tamiseur et de l'autre côté. On le voit mieux ici. La photo est petite pour vous, mais peu importe. Donc 2 Bob Assistants par machine pour être capable de mieux catégoriser le problème sur la machine. Et depuis qu'ils les ont installés, alors c'est depuis le début de cette année que le système est déployé de manière industrielle, eh bien ils n'ont plus d'interruptions non programmées auxquelles ils ne s'attendaient pas. C'est-à-dire que maintenant, évidemment, ils ont toujours du colmatage, mais ils sont capables de faire la maintenance, de nettoyer la machine lorsqu'il n'y a pas de production qui tourne derrière. Donc voilà, 0 arrêt de production inexpliqué depuis le début de l'année. Ça, c'est un vrai ROI qui est observé chez cet industriel. Alors des cas d'usage, j'en ai beaucoup d'autres. Ce n'est pas forcément des cas d'usage où on déploie 3000 capteurs à chaque fois. Là, on est vraiment à l'échelle d'un site industriel. Si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à nous poser des questions juste après ou à nous interpeller par la suite dans le salon. Et d'ailleurs, je crois qu'on a terminé la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Bonjour, merci pour la présentation. Par rapport à la solution de NanoEdge et iStudio, de ce que je comprends, donc c'est pour faire du benchmark, mais est-ce qu'on a également une comparaison en termes de, par exemple, si on veut comparer plusieurs algos qu'on a conçus, enfin je parle d'algo, donc de deep learning, on a plusieurs réseaux qu'on a conçus. Est-ce qu'on peut faire une comparaison en termes d'efficacité sur des inputs qu'on a définis par nous-mêmes et comparer pas seulement l'efficacité, mais également en termes de taille, de rapidité, la vitesse à laquelle ça va tourner sur un microcontrôleur type, genre si c'est un Cortex M4 ou un M7, et voir typiquement pour un algo de vision, quel FPS on peut avoir, quel va être l'inference time, et des choses comme ça. Merci pour la question. Du coup, plusieurs points pour essayer de répondre à toutes tes questions. Alors la solution, oui, permet de du coup benchmarker des différents modèles de machine learning. Dans le process de création, il y a une étape de validation, bien sûr, avec un report qui est donné à l'utilisateur, un report détaillé avec forcément les performances du modèle trouvé, son empreinte mémoire, le footprint, pardon, mais aussi des détails plus techniques comme le recall, le F1 score, enfin des détails plus liés au machine learning. Ces fichiers sont téléchargeables du coup pour pouvoir valider a posteriori pour partir en production ou autre. Et on peut repartir sur un même procédé, enfin sur un même projet, rajouter des datas, faire d'autres benchmarks avec les nouvelles datas ou utiliser je ne suis pas rentré dans le détail ici, et je vous invite à utiliser l'outil, d'ailleurs il est gratuit, je n'ai pas mentionné, mais il y a des outils de manipulation de data, c'est-à-dire qu'on peut rentrer son fichier, son dataset et le cleaner, faire des extractions de features directement dans l'outil sans avoir à écrire de script ou quoi. Donc on essaie de rendre l'outil le plus complet, le plus simple possible. Et suite à ces optimisations de data, on peut relancer un benchmark, générer un nouveau fichier, un rapport de performance pour pouvoir justement comparer les différents modèles entre eux et sélectionner celui qui est les data et le modèle qui est le plus pertinent. Et du coup, en ce qui concerne vraiment les specs que ça va avoir sur chaque target, typiquement STM32, si c'est un H7 ou un Cortex M4, est-ce qu'on va pouvoir savoir à quelle fréquence il va pouvoir tourner sur tel micro, quelle fréquence sur tel micro, ou est-ce qu'il faut vraiment les faire tourner sur le micro pour voir ce que ça va donner? Alors,
On m'entend? Ouais, ok, cool. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on estime, c'est-à-dire qu'on utilise justement nos modèles de régression pour estimer le temps d'inférence qu'aura sur un Cortex M4 à 120 MHz par exemple. On ne va pas calculer ce qu'on fait avec d'autres outils chez ST où vraiment on fait tourner, on va flasher le modèle et on calcule physiquement combien de temps ça prend. C'est quelque chose qui est prévu, donc on travaille dessus, mais c'est pas disponible aujourd'hui au public, sur la version publique du studio. Et du coup, on peut imaginer qu'à l'avenir, on puisse donc partir du modèle et avec votre logiciel avoir une recommandation de hardware sans avoir à l'acheter. Je veux dire, on sait ce qu'il nous faut avant de l'acheter, parce que sinon, on ne va pas acheter 5 targets différentes pour savoir laquelle va fonctionner avec notre modèle. Exactement. Donc, il y a encore une fois, je pense qu'il y aura beaucoup à dire. NanoEdge AI Studio, c'est une des solutions que ST propose pour faire de l'intelligence artificielle embarquée. On a d'autres outils, on pourra discuter, mais je t'invite à chercher CubeAI, qui est dans l'écosystème de Cube, qui permet de convertir des modèles préentraînés. Donc si vous développez des modèles en Python sur TensorFlow, n'importe quel framework pour convertir ce modèle. Et ensuite, on aura un système de test sur target dans une test farm, donc que vous n'avez pas forcément à avoir les boards pour tester physiquement sur des boards qui ne sont pas chez nos clients pour que le client ait un rapport détaillé sur les performances sur une board donnée avant qu'il ait à l'acheter. Donc vraiment calculer les performances d'un modèle sur une board bien spécifique que vous n'avez pas forcément en main. Et donc cette test farm, c'est quelque chose qui est en projet? C'est ça, c'est quelque chose qui devrait être disponible pour les nouvelles versions de CubeAI. C'est pour CubeAI, pas pour NanoEdge, mais qui sera publié prochainement. Ok, très bien. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais simplement une question de comment se passe une fois que toute la donnée est récoltée sur cet aspect dashboarding que vous avez évoqué. Est-ce que c'est directement fait dans l'outil NewEdge ou est-ce que ça vient après, c'est à la responsabilité de l'utilisateur? Je te laisse avant. Alors, merci de la question. Alors, pour ce qui nous concerne, chez Wateco, nous, notre métier, c'est vraiment uniquement le capteur. Et on s'arrête là. On ne fait pas d'infrastructure réseau, de plateforme IoT ou ce genre de choses. On est vraiment spécialiste du capteur. Donc, on fournit le capteur. On fournit un codec pour décoder la donnée issue de ce capteur. Alors, on peut fournir un codec. Si on fournit le codec, c'est pour les gens qui souhaitent intégrer la donnée par eux-mêmes dans leur propre outil. Un ERP, une GMAO, ce type d'outil. Et donc, ils doivent faire le travail d'intégration par eux-mêmes. Maintenant, nous, chez Wateco, en tant que fournisseur de capteurs, on travaille très majoritairement à travers des systèmes intégrateurs qui, eux, donc, peuvent vous accompagner pour cette intégration, mais bien souvent sont capables de vous proposer une plateforme IoT. Il y a des partenaires qui sont présents ici, qui intègrent déjà les tableaux de bord de Bob Assistant. Et des solutions, des plateformes IoT existantes qui intègrent les capteurs Wateco, il y en a déjà des dizaines de disponibles sur le marché. Faut bien avoir, ça me permet d'ajouter d'ailleurs, que le capteur Bob Assistant, comme la technologie NanoEdge, ce sont des technologies qui sont matures. La première version du capteur Bob Assistant, elle a plus de 3 ans. Donc aujourd'hui, on est sur des nouvelles versions, mais le capteur Bob Assistant, ce n'est pas du tout un prototype. Hein. C'est quelque chose qui tourne déjà depuis longtemps. Ouais, merci. Je peux juste rajouter par rapport à la réponse aussi. En tant qu'intégrateur aussi, l'idée c'est d'intégrer ça dans un environnement existant. En général, les clients, les usines ont déjà des environnements Edge Cloud. L'idée c'est bien sûr utiliser ces données-là qui remontent. On peut les stocker bien sûr en fonction des besoins des clients sur des bases Edge ou alors Cloud. Et c'est justement là où on va pouvoir, à travers les plateformes clients, pouvoir agréger des modules comme de maintenance prédictive qui vont utiliser ces données-là. Donc les données arrivent comme celles qu'on a vues de Bob. On a un pourcentage de dégradation
on voit qui évolue, etc. On va remonter ça, on va intégrer ça surtout des plateformes existantes aussi, ou des nouvelles. Effectivement, il y a des solutions qui existent. Mais l'idée, c'est aussi de savoir intégrer sans tout chambouler et dire, OK, vous avez votre plateforme, OK, on va juste rajouter ces indicateurs-là, puisqu'on a des alertes qui remontent. Donc, c'est aussi savoir comment remonter l'alerte à la bonne personne, avec son bon dashboard, avec peut-être son interface. C'est un téléphone, c'est justement sur une plateforme. Donc, l'idée, c'est vraiment d'intégrer ça à un environnement aussi existant. Voilà. Merci. Une autre question ? Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question par rapport au capteur Bob, du coup. Le premier, c'est peut-être une question bête, mais comment choisir l'endroit pour le capteur? Est-ce que c'est du coup votre expertise qui nous aide à le choisir ou peu importe l'endroit, ça va marcher? Alors, les deux. C'est pas toujours facile de l'installer au meilleur endroit. On peut être sur des grosses machines avec des endroits qui sont très difficilement accessibles, ou alors, si on souhaite l'installer sur le meilleur endroit, on devient intrusif, puisqu'il faut arrêter la machine et il faut demander à l'équipe maintenance peut-être de démonter des éléments pour aller l'installer au meilleur endroit. Bob Assistant, la magie qu'il a grâce au NanoEdge, c'est de pouvoir apprendre sa référence, peu importe où il est installé. Donc on essaie de l'installer au plus proche de la source de vibration ou de la source de problème connue, donc un arbre, un roulement, un moteur, mais ce n'est pas toujours l'endroit idéal. Maintenant, sur des très grosses machines, on peut installer plusieurs Bob Assistants. Si on sait qu'il y a plusieurs moteurs, plusieurs roulements, on peut décider. Alors c'est une équation à la fois technique et économique. Le nombre de pannes qu'on a par an, le coût de la solution, le coût de la machine, le coût de l'arrêt de production. Donc est-ce que c'est intéressant d'installer 3 bobs, 6 bobs sur la machine ou un seul? Ça, on vous aide, on vous accompagne pour cette installation. Et après, ce qui est intéressant aussi, je le répète, c'est quand même d'être au plus proche de la source de vibration. Et du coup, dans ces cas-là, si on a 6 ou 3 capteurs, est-ce qu'on n'a qu'une seule courbe de dégradation ou on a plusieurs? Non, d'avoir plusieurs capteurs, ça nous permet de discriminer plus facilement. Alors, tous les capteurs vont avoir une dérive. Si la machine, s'il y a un élément qui est en train de dériver, qui a un dysfonctionnement, nécessairement, il va y avoir des vibrations qui vont être induites sur l'ensemble de la machine et tous les capteurs vont avoir une dérive. Mais le capteur le plus proche de la source va avoir une dérive plus importante. Ok. Et une autre question, c'est par exemple, vous avez parlé d'un mois d'apprentissage. Du coup, déjà, est-ce que ça doit être un mois qui est nickel en termes de prod et du coup, une autre question qui est reliée avec celle-là. Et du coup, est-ce que ça doit être fait sur la machine neuve, forcément, ou ça peut être après maintenance, ou même... voilà. Voilà, alors très bonne question. Vous avez compris comment ça marchait. Alors, j'ai peut-être dit un mois, mais si j'ai dit un mois, je me suis trompé. C'est une semaine d'apprentissage. Et en effet, il faut l'installer sur une machine saine. Alors, saine, ça ne veut pas dire neuve, mais en tout cas, de préférence après une maintenance. Pourquoi? Parce qu'il va se faire une référence juste après l'installation. Et si on est sur une machine dont on a déjà des doutes ou qui a déjà des dysfonctionnements, eh bien, on va apprendre ces dysfonctionnements comme un état normal. Et du coup, la dérive qui va être calculée par la suite, eh bien, elle ne va pas être aussi grande qu'elle aurait dû l'être si on avait rencontré un problème. D'accord, mais par exemple, s'il y a les arrêts machines, par exemple, est-ce qu'il sait dire que là, c'était vraiment un arrêt, par exemple ou... Okay. Oui, oui. On ne travaille pas nécessairement sur des machines qui fonctionnent 24 heures sur 24. On travaille sur des machines qui ont des cycles de fonctionnement longs, mais la plupart du temps, les machines, elles tournent 6-8 heures par jour. D'accord. Ok, merci. Bonjour, merci pour votre présentation, super intéressante. J'ai 2 questions pour vous. La première, quelle est la durée de vie de la batterie sur l'appareil Bob? C'est la première question.
On est autour de 4 ans, un minimum de 4 ans. Alors ça dépend beaucoup de la qualité du réseau LoRaWAN. Mais dans une industrie, donc pas un site qui fait des dizaines de kilomètres de long, on est au moins sur 4 ans. D'accord. Et la deuxième question, vous avez répondu, c'était quel protocole justement Bob utilisait pour pouvoir communiquer. Oui, il communique en LoRaWAN. D'accord, super. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Et en fait, l'apprentissage, il est réalisé sur la puce, où il est sur le cloud. Non, il est vraiment dans le capteur. En fait, donc on a notre carte électronique qu'on développe avec un micro ST. Et lors de notre développement, on utilise les librairies de NanoEdge Studio qu'on intègre sur notre Bob Assistant. Donc lui, il digère les données de l'accéléromètre, entre autres, et il fait tous les calculs, les transformés de Fourier, etc., dans le capteur. Et c'est hyper important, je vais te laisser compléter Pierrick, notamment en termes d'accessibilité de la donnée, c'est-à-dire qu'on livre une donnée qui est facilement compréhensible, c'est aussi frugal en termes d'énergie et de consommation IT. Et je te laisse compléter Pierrick. Oui, juste pour compléter, du coup, l'apprentissage se fait en effet dans le microcontrôleur qui est embarqué dans le capteur Bob. Mais c'est quand on parlait de l'apprentissage embarqué, c'est-à-dire que la librairie tourne sur le microcontrôleur, l'apprentissage se fait sur le microcontrôleur, pas besoin de réentraîner le modèle sur un PC via TensorFlow ou quoi que ce soit. C'est le microcontrôleur qui va modifier les paramètres du modèle pour apprendre la normalité en quelque sorte et créer justement ces références et ces points de référence. D'accord, merci. Mais du coup, le modèle en tant que tel, c'est le même en fait. Donc c'est un réseau de neurones. Et du coup, ce qui est changé en fait, c'est les poids, c'est ça. Mais pour tous les Bobs, c'est le même réseau de neurones. Alors, les librairies qui sont utilisées dans Bob, oui, c'est les mêmes librairies qui sont ensuite fine-tunées, enfin qui vont être modifiées à chaque fois qu'on lance un apprentissage sur un équipement pour justement coller avec la réalité et être plus performante. Et donc Bob, oui, dans le studio, on a différents algorithmes, des réseaux de neurones, mais pas que. Mais par contre, c'est quelque chose qui est sur lequel on a des patents, des brevets. Du coup, je ne vais pas forcément expliquer les détails imminents, mais oui, du coup, c'est des différents modèles qui viennent se modifier au cours de l'apprentissage. Ok, très bien. Les deux dernières questions pour cette session. Rebonjour. Je reviens un peu sur la partie pile. D'accord. Donc, comme on est dans une logique d'économie, d'énergie, dans une logique dite green, est-ce que vous avez pensé à de nouvelles solutions qui permettent d'auto-alimenter Bob? Je pense notamment à la technologie piezo, parce que comme en fait, vous générez en fait, vous mesurez la vibration. Pourquoi ne pas partir sur ce type de technologie pour pouvoir auto-alimenter Bob? Oui, bien sûr. Alors, quand j'ai rendu la parole à Pierrick tout à l'heure, je me suis dit, ah mince, j'aurais dû dire que la pile est changeable aussi sur Bob Assistant, c'est-à-dire qu'il a une durée de vie de 4 ans, et surtout on peut la changer directement au pied de la machine, c'est extrêmement simple. Mais vous avez raison, au-delà de la pile, on est sur des vibrations et on est sur des machines qui peuvent vibrer beaucoup. Donc oui, c'est des sujets qui sont très actifs chez nous. Maintenant, ce n'est pas des sujets qui sont intégrés sur les versions de Bob Assistant en production. Et ce ne sera pas non plus pour l'année prochaine. Mais à horizon 2024, oui, évidemment, on aura ce genre de techno intégré. Merci. Et la dernière question, pourquoi le nom Bob? Alors, je pourrais vous refaire toute la petite histoire. Si je la fais rapidement... Alors, déjà, on n'est pas les papas de Bob Assistant. C'est un capteur qu'on a racheté. Donc, je vous raconte une histoire qu'on m'a racontée.
Je crois que c'était un prénom qui devait souvent être rencontré chez les maintenanciers. Il devait y avoir beaucoup de Robert, ce genre de choses, de prénoms, pardon. Et Bob, c'est arrivé un peu comme ça. Je pense que c'était sur un coin de table. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de réflexions autour de ce nom. Mais aujourd'hui, on en bénéficie. Hein. C'est un nom de produit qui est retenu par les gens. Donc finalement, c'est un très bon choix. Je pensais que c'était plus un acronyme ou autre. Non, mais pas du tout. Merci, pardon. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai pas très bien compris ce que vous avez répondu à la question de mon collègue tout à l'heure. En fonction de la machine sur laquelle sera posé le bob, vous proposez quelque chose de customisé, d'adapté à cette machine-là, ou parce que vous avez parlé de plusieurs. Alors, c'est de plutôt une plusieurs question algos. pour Pierrick, mais en ce qui concerne le bob, pour parler concrètement, il n'y a qu'un algorithme qui est intégré dans le bob, et c'est le même qui tourne sur tous les produits, que derrière on ait une pompe, un compresseur ou un convoyeur. Pour ce qui nous concerne, il n'y a pas dans le produit un choix d'algorithme au départ. Maintenant, je rends la parole à Pierrick. Et du coup, l'algorithme en question dont parlait Pierre est issu de NanoEdge AI Studio, l'outil que j'ai présenté. Et le studio a donc sélectionné une librairie qui considérait comme la plus adaptée au cas que Bob allait rencontrer. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est une librairie qu'on va dire générique en quelque sorte. Et cette librairie va ensuite, elle va être entre guillemets vide de connaissances. C'est comme si on n'avait pas fait d'apprentissage, ou en tout cas un apprentissage qui peut être renforcé. Et ensuite cette librairie qui est générique, qui est vulgariser un vide de connaissances, va faire son apprentissage directement sur le capteur, sur le microcontrôleur qui est dans Bob Assistant, et c'est un entraînement classique que vous connaissez, avec des données qui viennent directement du sensor qui sera juste à côté de lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que NanoEdge dit tel algo, ce sera bien pour cette application, mais à la base, il n'y a pas de données. Puisque justement, c'est un apprentissage qui est fait sur site. Comment NanoEdge est capable de dire tel algo ira bien pour vos applications ? Dans le workflow de génération du modèle, pour faire très simple, l'utilisateur donne des exemples de données, donc quelques samples, quelques secondes de vibration par exemple. Ces données vont être utilisées pour entraîner les différents modèles et tester les modèles entre eux. Et ensuite, le modèle qui sera retenu va être généré et optimisé pour les microcontrôleurs. Donc, s'il y a des données en entrée, pour justement soit permettre de benchmarker le modèle pour le cas de la détection d'anomalies, soit pour la classification et la régression, pour entraîner le modèle, parce que c'est des modèles statiques. D'accord, merci. Merci pour cette intervention, merci à vous tous pour votre écoute. Je vous invite à aller en Saint-Maillot pour notre plénière cybersécurité, un passage obligé pour la pérennité de l'entreprise. Merci à nos intervenants.